Alors, je pense que déjà il faut séparer les choses. Il y a les jeux vidéo, donc ça on a l'habitude avec la console. C'est vrai que qui s'adressait plutôt aux hardcore gamers. Ensuite, effectivement, on a eu la Wii qui a introduit un peu le casual gaming. D'un seul coup, là on fait des jeux, on va dire moins complexes, plus courts à jouer, donc du coup, et plus simples. Donc on va permettre finalement moins dans la performance, mais plus dans le côté ludique. D'un seul coup, la mère de famille, on s'ouvre beaucoup plus au reste de la famille. Et finalement, la déclinaison sur le web, les social games, qui sont d'abord, on va dire, assez simples, mais effectivement addictifs et potentiellement sociaux, puisque on va vous inciter à partager des choses avec vos amis pour avoir des avantages. La gamification, il y a dans ces jeux sociaux des gamifications, mais la gamification finalement c'est un mot très compliqué pour dire juste la pédagogie et finalement quand l'institutrice nous donnait des images à l'école quand on avait fait une tâche, c'est ni plus ni moins que ça, donc on redécouvre des logiques. On a toujours vu que pour apprendre, il n'y a rien de mieux que de mettre une carotte et pas juste un bâton pour motiver les gens. Donc c'est vrai que cette logique, alors pas forcément des fois un peu cliché de juste mettre des badges, etc. Mais en fait ce qui est intéressant dans un jeu vidéo en général, c'est que les règles sont claires, on connaît les règles, on sait où on en est, on connaît son niveau constamment. Et donc c'est vrai que dans une logique d'apprentissage, si on veut par exemple former les gens de la société ou les faire adopter un comportement, à partir du moment où on sait ce qu'on attend de nous, on sait quel est l'obstacle à franchir, c'est ni trop dur, ni trop facile. Si c'est trop facile, on s'ennuie. Si c'est trop dur, on va abandonner. Et si en plus on connaît son score, on va avoir une logique de progression. Donc au lieu d'avoir juste une note, on va aussi avoir l'impression, en dehors de la note de cette partie, on va avoir son niveau aussi qui lui va évoluer. Donc il y a quand même un côté, on peut perdre une partie, mais avoir augmenté son expérience et augmenter son niveau. Donc oui, je pense que effectivement, il y a des vraies logiques pour continuer d'impliquer les gens dans la longueur sur des actions à mener, mais ça pourrait être pour motiver les gens à conduire, ou à économiser de l'énergie. Je pense qu'on va redécouvrir ces vertus-là. Il y a plusieurs logiques. Aujourd'hui, finalement, pour moi, on doit créer une expérience et plus juste un message, on doit faire quelque chose d'interactif. Donc, on peut le faire de plusieurs manières. On peut créer un contenu. Donc là, mon expérience, c'est soit du divertissement, soit de l'information, et ça peut suffire à faire venir les gens. Mais ça peut être aussi une utility, un service. Donc là, alors le service peut être ludique, de social game, donc peut être pratique. Je vais faire du coaching, personnalisé et social par rapport à toi. On prend Runkeeper par exemple, qui est une application qui permet de suivre ses performances en termes de course à pied, de partager ce qu'on a couru avec ses amis. Donc, du coup, on a un petit peu la pression de montrer aux autres qu'on s'est amélioré dans le temps. Donc voilà, je pense qu'il y a une vraie richesse de grande contact, de grande utility, plus ou moins ludique. Mais en tout cas, effectivement, on doit mériter l'attention des gens, on doit garder leur attention dans le temps. Effectivement, c'est des mécaniques qui sont assez puissantes pour le faire. D'accord. S'il y a en tout cas des instituteurs ont compris que c'était un bon moyen de garder l'attention des étudiants, qui ne sont pas forcément les gens les plus attentifs, je pense que c'est quand même quelques années d'expérience qu'ils ont derrière eux, donc il y a des bonnes choses à faire. Aujourd'hui, il va y avoir vraiment un vrai travail sur la logique de social CRM, donc vraiment de qualification et de segmentation de son audience, c'est bien des fans, mais finalement il y a différents types de fans qui n'attendent pas la même fréquence d'interaction, le même type de contenu, il va falloir les requalifier pour pouvoir leur amener la même chose. Je pense qu'effectivement la logique de social business, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste une marque qui communique sur les réseaux sociaux, mais on intègre des logiques sociales complètement dans l'entreprise, c'est pas juste un expert en charge des réseaux sociaux, mais c'est finalement on va utiliser ce type d'outil aussi en intranet pour partager des fichiers, pour collaborer en interne, pour gérer l'évolution des gens, pour les accueillir avec un parcours par exemple en gamification, pour la réunion, on va lui donner un certain nombre de tâches à effectuer avec des points. Donc ça aussi, je pense qu'effectivement, même si c'est déjà bien entamé, le monitoring, alors aujourd'hui on utilise beaucoup pour la réputation, mais qu'à mon avis à ça on va vraiment utiliser dans une logique de support client, de CRM, de marketing real time. Donc en gros, dès qu'on va avoir tel type de profil qui dit telle chose et puis on va dire communique tel besoin, à la limite on faut être quasiment capable en temps réel de prendre contact avec lui, de lui faire une offre sur mesure adaptée à ce qu'il veut faire, parce qu'on s'est vu que cette personne s'est plaint ou a évoqué qu'elle hésitait ou qu'elle pensait acheter quelque chose. Je pense aussi que tout ce qui est data mining, qui est pas très, qui fait toujours un peu peur, beaucoup de marketeurs ont le côté très créatif, les chiffres, tout ça, mais si on veut vraiment pouvoir
mesurer ces investissements, les suivre, optimiser ce qu'on fait, tirer de la valeur de toutes ces datas. En fait, aujourd'hui, on peut mesurer, c'est pas le problème de mesurer, on peut mesurer des milliers de choses. Mais par contre, sortir le sens de toutes ces datas-là, de pouvoir les exploiter de manière assez réactive pour derrière améliorer son offre, améliorer sa son client, là, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et puis une dernière, alors là qui est un petit peu plus, pas forcément demain, mais après-demain, c'est vraiment l'impression 3D qui pour moi est une énorme révolution. Aujourd'hui les gens voient que le côté gadget, donc c'est une imprimante qui permet, alors il y a de cette taille-là des machines plus grosses, mais qui permet vraiment d'imprimer un objet en 3D, aujourd'hui souvent en plastique, les plus grosses imprimantes en métal. Il faut imaginer qu'aujourd'hui la moitié d'un magasin Ikea c'est du plastique de base. Donc ça veut dire que demain je pourrais imprimer une place chez moi au lieu d'aller prendre ma voiture, aller chez Ikea, faire la queue à la caisse et aller acheter. Ça veut dire que je pourrais quasiment téléporter un produit chez moi. C'est-à-dire que demain en retail, ce qui arrive aux médias, ce qui arrive à la musique, ce qui arrive à la vidéo, où on voit le téléchargement, le piratage, finalement ça va arriver dans le retail et ça veut dire que demain il y a un certain nombre d'objets, il faut imaginer que je pourrais le distribuer en tant que retailer dans le monde entier sans avoir de point de vente parce qu'il suffit que quelqu'un ait une imprimante pour que je puisse le laisser imprimer. Ça veut dire aussi qu'en termes de contrefaçon, dès que quelqu'un aura le design en 3D, il pourra répliquer autant de fois qu'il veut l'objet partout dans le monde. Donc là je pense que ça va avoir un impact sur tout ce qui est le business des pièces détachées, la déco, des pièces de remplacement. Je casse ma broche de lunettes, j'ai besoin de la changer, je vais en ligne, je télécharge le modèle. Donc, il y a Syngomatic aux États-Unis qui a sorti une imprimante pour monter lui-même qui coûte 1500 $. Ça commence à être beaucoup plus accessible. Et évidemment, demain, quand HP en proposera, donc ça passera peut-être par un Copytok ou un Kiko, chez qui il faudra aller dans votre voisinage pour imprimer au début. Et à terme, il faut imaginer qu'HP, tout le monde en aura une. Ça va peut-être prendre encore 3 à 10 ans. Par contre, le jour où ça va arriver, le prix va encore descendre, on aura peut-être une imprimante à 300 € et on pourra acheter des cartouches de plastique et puis demain on pourra imprimer certainement beaucoup plus de types de matériaux. On va dire, pour moi, les marques haut de gamme avec des matériaux ou un savoir-faire très compliqué, elles ne sont pas impactées, comme aujourd'hui il n'est pas trop en vogue. Et par contre, le milieu de gamme, lui, va forcément souffrir ou le saisir comme une